Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cet après-midi qui s'appelle les rencontres de la DataVise. Avant toute chose, je voudrais remercier la Mêlée numérique et son président Edouard Forzy et toute son équipe de nous avoir accueillis cet après-midi parce que c'était pas forcément prévu de faire cet événement dans le cadre de la Mêlée numérique et ils nous ont fait confiance et on est très heureux de profiter de toutes ces installations pour parler de DataVise. Alors, la DataVise, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que la DataVise. Donc, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je vous donne une définition de la DataVise. Donc, je me la suis notée. Je trouve qu'elle est assez simple et elle permet de bien comprendre ce que c'est que la DataVise. Donc, je vous la cite. La visualisation de données, ou encore DataVise pour data visualisation, alors le Z parce que c'est le côté anglais de la chose, est un terme général qui décrit tout effort visant à aider les personnes à comprendre la signification des données en plaçant celles-ci dans un contexte visuel. La data visualisation aide à voir la structure des données. Donc, on va parler de tout ça cet après-midi. Et le premier talk, le titre est « Rendre visible l'invisible du monde ». Donc, notre premier speaker était Karen Bastien de l'association We Do Data de Paris qui a eu un empêchement et qui ne peut pas nous rejoindre, mais on a néanmoins maintenu ce talk et fait appel à deux de nos grands spécialistes au sein de l'association qui vont nous parler de ce même sujet. Et je vais laisser la parole à Alain Rouan et à Edith Molandi qui vont nous parler de comment rendre visible l'invisible du monde. Voilà. Et alors après, je vais quand même vous présenter un peu avant ça l'association de Toulouse DataVise. Alors, que j'y aille. Ah, je ne suis pas du bon côté. Ah oui, d'accord. Alors, le programme de l'après-midi, donc la première conférence que je viens de vous introduire. Après, on aura une conférence de Florent Melki qui nous vient de Nantes et qui est data scientist et qui s'est intéressé aux réseaux sociaux et voir qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme information dans les réseaux sociaux et comment la DataVise permet de mettre en évidence des informations très utiles. Après, nous aurons une conférence de Cyril Benmehdi et de Simon Lafosse qui sont de la société Pierre Fabre et qui nous expliqueront comment la DataVise a été mise en place au sein de leur organisation. Et puis Éric Mauvière, qui appartient à la société ISEM7 et qui est un spécialiste de DataVise et qui fait de la formation et du conseil, et nous montrera comment, à partir d'un jeu de données, on peut faire différentes représentations pour montrer différentes choses. Et puis enfin, nous aurons un débat sur la DataVise, sur le titre, Objectifs ou partisans, les graphiques remplacent-ils un bon discours? Et j'aurai le plaisir d'animer ce débat. Et puis ce soir, à 19 h, on a ce qu'on appelle l'Acavis Party, et je vous invite tous à y participer, en tout cas ceux qui sont sur place. C'est la remise des prix du grand concours Acavis que nous organisons chaque année, qui est un concours qui consiste en fait à donner un jeu de données. Et tous les participants ont 10 jours pour raconter une histoire avec des graphiques. Et on a reçu 27 contributions. Et ce soir, nous allons remettre la remise des prix aux gagnants. Donc, ce sera intéressant. Et après, nous avons un buffet où vous êtes tous invités. Vous pourrez discuter avec tous les gens présents sur la DataVise. Donc, voilà le programme pour l'après-midi. Et donc, je vais après... Alors, je ne sais pas, je ne suis pas très doué pour la zapette. Voilà. Alors, notre association, parce que nous sommes une association, c'est une histoire qui a commencé en 2016 avec quelques passionnés de DataVise et on a très vite souhaité vouloir promouvoir et diffuser la culture de l'analyse et de la visualisation de données. Notre slogan, c'est « Voir les données et les données à voir ». Et donc, après, au départ, fait des rencontres, on a très vite voulu monter en association pour justement faciliter cet objectif. J'ai toujours un peu de mal, je ne sais pas où il faut que je zappe, peut-être ici. Voilà. Donc aujourd'hui, on est 8 animateurs, dont la plupart sont ici dans cette salle. On a utilisé le réseau social Meetup, que je pense la plupart vous devez connaître, qui est un réseau social qui permet, quand vous êtes passionné par un thème, vous postez quelque chose et puis les gens vous like ou je ne sais pas comment on dit, ils deviennent membres de votre groupe. Et puis quand vous avez suffisamment de membres, vous pouvez organiser des rencontres physiques. C'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on est à 1750 membres en Meetup. Et puis on a aussi à peu près 450 clubistes. Donc c'est des gens qui nous suivent un peu mieux. C'est-à-dire des gens qui nous ont dit, bah oui, nous on est vraiment intéressés par ça. Ils sont inscrits sur notre newsletter et on a, disons, un contact plus facile avec eux.
Alors, voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, comme je vous le disais, on fait des rencontres, des meet-up. Donc, on en a un 47e, on en fait à peu près 8 par an, donc c'est à peu près la fréquence. Ces derniers temps, on les a fait plutôt en Zoom, hein, puisque c'est un peu la tendance. Et du coup, les prochains meet-up, on va continuer à les faire à la fois en présentiel et en live, parce que finalement, pendant le Covid, on a eu beaucoup de gens qui étaient en dehors de la communauté de Toulouse, qui sont venus se connecter sur nos meet-up. Et donc, aujourd'hui, on va continuer dans ce sens-là. Donc, on aborde tous les sujets de la data vise, comment on les fait, les outils, il y a des témoignages, enfin plein de choses. C'est vraiment tous les aspects de la data vise. On fait l'événement à Cavis, donc je vous ai parlé avec la remise du prix ce soir. Et puis on fait aussi des formations dans les collèges, les lycées pour acculturer les gens autour de la data vise, comment on fait un graphique, quelles sont les règles à respecter, et puis comment on communique avec ça. Et puis on a aussi une possibilité de faire des offres de services, soit d'organiser des initiations, faire des acavis sur mesure, préparer des données ou réaliser des visualisations. Voilà. Et on a un super site internet. Alors je dis super parce qu'il est tout nouveau, il est très moderne, très chouette. Donc on est très fiers de ce travail-là, qui était un gros travail qui a été réalisé par les animateurs de l'association. Bon, voilà ce que je voulais dire sur notre association. Et là, je vais laisser la parole à Alain, qui va venir nous parler de l'invisibilité des informations. Où est-il? Ah, Alain était sur le côté. Donc je ne sais pas s'il faut que je te donne ce micro ou si tu en prends un autre. Je ne sais pas comment ça marche. Celui propre, ça marche. Merci. Tout est bon. Tout est bon. Donc merci Alain. Rendre visible l'information, c'est ça le thème. Alors vous connaissez sans doute le truc qu'on utilise pour expliquer à un enfant la différence qu'il y a entre 1 million et 1 milliard, ou un millionnaire et un milliardaire. C'est simple, on dit voilà, tu vois, tu tends le bras, au bout de ton index c'est 0, et là au cou, eh ben, c'est 1 milliard. Où se trouve 1 million? Alors, ça marche aussi chez les adultes, hein. Alors d'après vous, la première phalange à l'ongle? Non. Le million se trouve, si vous avez les ongles bien coupés, c'est-à-dire à ras, c'est à peu près l'ongle qui dépasse votre peau, c'est-à-dire moins d'1 millimètre. 1 milliard, 1 million, là, au bout de l'ongle. Là, je viens de rendre visible de l'information quantitative. On touche, on est dans le sujet, là. Bon, c'est un peu primitif, mais c'est le sujet. Une fois qu'on commence à réfléchir à comment rendre visible l'information, on se dit, mais si j'arrive à le faire, est-ce que si je fais exactement l'inverse, est-ce que je vais pouvoir rendre invisible l'information? Eh bien oui, et il y a des gens qui le font. J'ai un exemple qui est assez connu. Au siècle dernier, les gens qui produisaient des films mettaient l'année de production en chiffres romains. Alors, sur le générique, quand on va passer un chiffre romain à 11 caractères, c'est pratiquement impossible de le décoder. Juste pour le fun, 1983, par exemple, ça fait M, C, M, L, X, 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 I, I, I. Alors, qu'est-ce qui se passait? En fait, les producteurs pensaient que c'était intelligent, parce que comme ça permettait aux spectateurs de ne pas s'apercevoir qu'ils regardaient un vieux film. Bon, maintenant c'est fini, hein. Sur Netflix, toutes les séries sont en 2021 et c'est écrit en clair. Alors, j'ai sélectionné quelques exemples que j'espère mémorables. En commençant par le plus simple de tous, c'est la courbe XY qu'on a tous vu au lycée, qu'on a dessiné sur du papier millimétré, fut un temps, dans des repères dits orthonormés. Il y avait le X et le Y qui étaient de la même dimension. Sauf que dans la vraie vie, eh ben on ne présente pas des fonctions mathématiques au journal de 20 heures ni dans les journaux. On trace des données qui sont hétérogènes. J'ai en X là des dates, et en Y, j'ai des quantités, peu importe ce que c'est, mais c'est des quantités. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'espace que l'on donne en haut et en largeur est totalement arbitraire. Et je pourrais tout à fait
décidé soit de représenter un boom vertigineux, simplement il me suffit de comprimer l'axe des X, ou alors une très ennuyante stagnation, la partie B. Le D, c'est surtout une mise à l'échelle. Juste pour signifier que ce que l'on voit est quand même soumis à un arbitraire de représentation. Alors, on peut faire pire encore. On peut jouer sur les échelles. Alors, je prends l'exemple du réchauffement climatique. Si je représente l'évolution de la température moyenne des océans, je vais obtenir un morne clapotis là, qui va autour de, je ne sais pas, 11 degrés, j'en sais rien. Mais si je veux rendre visible le réchauffement climatique, il faut que je fasse autre chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais allonger la dynamique de l'échelle et je vais représenter les écarts à la moyenne en utilisant 2 couleurs. Et ça va me permettre de rendre visible que, effectivement, vu de loin, ça a l'air de ne pas bouger, mais vu de près, si, c'est en train de partir et de partir de manière extrêmement visible pour le coup. Alors, regardons un autre spécimen. Qui permet de rendre visible l'information, le fameux camembert. C'est la représentation classique, habituelle, pour représenter les parties par rapport au tout. Alors, le camembert est très... Bon, c'est pas mal. Par exemple, si je vous dis, le tout fait 100, que vaut E? E vaut à peu près 25, on est d'accord. Bon. Mais si je vous dis que vaut B, est-ce que B est plus grand ou plus petit que A? Quels sont les 3 premiers? Là, tout de suite, ça va demander plus d'efforts visuels. Et en fait, pour rendre visibles les grandeurs qui sont là, le camembert, ce n'est pas le bon candidat. C'est le diagramme en barre. Et je vous ai sélectionné 4 petits échantillons pour essayer de vous convaincre. Vous avez la version camembert, vous avez la version barre, et si je vous pose la question suivante, quel est le plus grand, quel est le plus petit, quels sont les 3 premiers, les 3 derniers, vous allez voir que l'œil a plus de facilité à utiliser les versions barres, donc le rendre visible. Donc les barres, c'est bien, c'est mieux que le camembert, super. Mais est-ce que les barres, c'est bien tout le temps? Je vais prendre un cas tout simple où je regarde d'un mois sur l'autre des mêmes grandeurs qui sont représentées sous forme de barres horizontales. Eh bien, c'est pas facile de savoir si la première grandeur a augmenté ou diminué. Mais on peut rendre visible ça de manière très simple, simplement en rajoutant un cadre. Et là, si je rejoins un cadre, on peut sans effort voir que la première grandeur a augmenté, la deuxième également. Voilà, je rends visible avec des techniques visuelles de l'information qui était difficile à percevoir, ne serait-ce qu'à voir. Alors, toujours les barres. Il y a des versions de barres qui sont assez classiques, c'est les barres superposées. On en trouve partout. Alors, rendons aux barres superposées ce qu'elles font de bien. Elles rendent visible la grandeur qui est la plus en bas, le bleu foncé. On voit bien la grandeur. Elles rendent visible la somme de toutes les quantités. C'est le sommet, c'est le pic, c'est la crête du diagramme. Enfin, elles rendent tout à fait visibles les proportions, les quantités des grandeurs à chaque point. On est d'accord. Mais là où elles échouent lamentablement, c'est à rendre visible l'évolution des données individuelles. Donc pour ça, il faut changer de technique et utiliser une représentation qui s'appelle petit multiple, où on présente 3 courbes qui sont synchronisées du point de vue des échelles. Et là, on peut voir l'évolution individuelle. Il y a aussi des astuces pour rendre moins visible qu'on ne le souhaiterait certaines grandeurs. C'est le fameux axe des Y à 0. Vous voyez ici le résultat d'un sondage qui demande aux gens, est-ce que vous pensez que de mettre l'axe à 0, l'axe des Y à 0 est important? Et si vous examinez bien, l'axe commence à 90 degrés, 90%. Bon, j'ai sélectionné un dernier exemple issu du monde de l'entreprise. Alors,
c'est des chiffres absolument illisibles. On voit quand même que c'est des ventes de produits se trouvant sur 4 zones géographiques. Bon, si je vous dis, bon, qu'est-ce qu'il faut penser de cette entreprise? Ou imaginez-vous que vous êtes le patron, est-ce que tout va bien? Que faut-il faire? Ben, bon. Alors, je vais tenter de rendre visible quelque chose qu'il y a dans ces chiffres en les remplaçant par des courbes. Et là, je pousse un peu le bouchon loin, je retire tous les chiffres, c'est un peu l'ultime. Chaque trait ligne noire, c'est l'évolution mois par mois. Donc voilà l'évolution mois par mois des ventes dans les zones géographiques. Le grand carré gris en arrière-plan, c'est le cumulé à date. C'est tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Et j'ai retenu que 2 critères, le chiffre d'affaires et le ratio publicité sur chiffre d'affaires. Donc, il n'y a plus de chiffres, mais est-ce que tout d'un coup, est-ce que de l'information n'apparaît pas? J'ai l'impression que si. Par exemple, j'ai l'impression que je peux deviner quelle est la nationalité de cette société. Ça ressemblerait bien à une société française, c'est là où il y a le plus gros du chiffre d'affaires, qui cherche à se développer en Europe, avec peut-être une filiale aux États-Unis, et qui semble avoir du mal à se développer en Asie. Bon. Je vois que sur le marché US, ça a l'air de bien se passer, parce que les ventes sont assez stables, même en augmentation, et la publicité a l'air d'être assez efficace, puisqu'elle est aussi efficace que celle que sur le marché français. Donc sur les US, ça me paraît qu'il y a quelque chose qui se passe bien. Sur l'Asie, par contre, là, ça a l'air d'être pas terrible du tout. Le chiffre d'affaires est faible, c'est le plus faible des 4 régions, et la publicité dépensée est vertigineuse. Là, il me semble que le diagnostic, ça doit être que la publicité doit être mal adaptée, quoi. On en dépense beaucoup, mais ça n'a pas un bon effet. Probablement un problème culturel. Et le dernier secteur, c'est l'Europe. Alors l'Europe, c'est assez curieux. On voit que le chiffre d'affaires est en baisse, là, de mois le mois, et que la publicité augmente. Donc on peut se dire, ah, très bien, les gens en Europe, la vente Europe augmente les publicités pour contrebalancer cette diminution de chiffre d'affaires. Sauf que à dépenses de publicité constante, si le chiffre d'affaires diminue, alors le ratio publicité-chiffre d'affaires augmente, quoi. Donc là, si vous êtes le patron de cette société, il faut vite aller demander au patron de l'Europe qu'est-ce qui se passe. Je peux revenir au tableau de chiffres. C'était ça, la donnée naturelle. La visualisation graphique a permis d'en extraire de l'information. Et vous avez vu qu'il n'y a pas besoin de savoir si c'est une société si c'est des dollars, des euros, des milliers, des milliards, si c'est des produits, des services. J'ai réussi à rendre visible de l'information qui n'était pas dans les chiffres. Et je passe le micro à Edith. C'est bon? Ouais. En attendant, bonjour à tous. Moi, je suis Edith. Je fais du développement front-end et de la DataVis chez Machina Corpus. Et je suis aussi membre du Meetup Toulouse DataVis. Et du coup, en attendant les slides, moi, je voulais vous partager une vision aussi sur le fait que certaines données soient invisibles, mais sur quelque chose d'un petit peu différent. Là, on parlait de l'environnement, on parlait d'entreprise. Et moi, j'ai envie de vous parler de quelque chose un petit peu plus personnel, des choses sur nous ou les relations qu'on a avec les gens. Et je vais vous présenter les travaux de 2 designers de l'information qui s'appellent Georgia Lupi et Stéphanie Posavec, qui ont fait un super projet, ok, merci, qui s'appelle Dear Data. Et du coup, avec les images, vous comprendrez directement. Elles ont fait, en fait, pendant une année,
elles se sont échangées des cartes postales. Une habite à New York, l'autre habite à Londres. Et elles se sont échangées des cartes postales, une par semaine, mais pas n'importe lesquelles. En fait, chaque semaine, elles décidaient d'un thème commun à toutes les deux. Et elles allaient collecter des informations, mais à propos d'elles-mêmes. Et une fois qu'elles avaient collecté ces informations, elles allaient choisir de les représenter de manière un petit peu différente de ce qu'on voit en DataVis d'habitude, parce qu'elles allaient en fait dessiner des choses. Donc là, vraiment, avec le slide, c'est encore mieux. Voilà, c'est un petit peu plus parlant, non? Donc là, vous avez des exemples de plusieurs de ces cartes postales. Et en fait, de loin, on peut se dire, bah non, enfin ça, c'est pas vraiment de la DataVis, c'est des dessins, il y a quelques couleurs, mais bof, quoi. Mais en fait, on se rend compte que non. Là, c'est un exemple d'une semaine où elles se sont dit, on va collecter chaque jour, toutes les fois où je regarde l'heure, et quelle serait la raison. Donc on se dit, bon, c'est pas forcément super intéressant comme sujet, mais elles ont fait vraiment cet exercice. Alors ça peut être dans un carnet, sur votre téléphone. En fait, vous prenez des notes sur ce qui se passe, sur un thème particulier dans votre journée. Et à la fin de la semaine, elles avaient toutes ces données observées et collectées. Elles se sont dit, quelle représentation graphique je pourrais utiliser qui soit un petit peu plus originale et que je peux encoder à la main. Donc vraiment dessiner. Donc vous avez l'exemple ici des 2 cartes postales sur ce sujet-là. Donc on voit des représentations, ce n'est pas vraiment des graphiques en barre ou des camemberts, mais pourtant c'est vraiment une grammaire visuelle, une manière de dire j'ai une liste de données, chacune a différents attributs et je choisis de les représenter de telle et telle manière. Je suis une règle dans la représentation. Et ça, c'est une approche que défend beaucoup Giorgia Lupi. Elle définit un concept qui s'appelle l'humanisme des données. Et elle dit, en ce moment, on est un peu dans un monde où on dit le big data, c'est très important, il faut qu'on l'utilise tout le temps pour être data-driven, il faut qu'on prenne toutes nos décisions sur des données parce que les données sont objectives et c'est seulement ça qui est important. Et il faut aussi qu'on puisse prendre des décisions de manière très rapide. En 5 minutes, il faut que je prenne une décision avec un graphique et hop, je passe à la suite. Et donc ça, c'est un aspect important de la visualisation de données, mais elle essaye vraiment d'apporter une vision complémentaire où elle a barré un petit peu tous ces différents termes. Et elle dit, plutôt que de penser que les données sont forcément objectives et qu'il faut prendre juste 5 minutes pour décider, en fait, on représente la réalité est complexe. Et si ça se trouve, ça peut être intéressant de passer plus de temps avec ces données-là, de les représenter de manière plus nuancée, plus complexe, apporter du contexte et changer un petit peu de perspective. Ça, c'est un exemple d'un projet qu'elle a réalisé qui, je trouve, est très parlant. Ça s'appelle Data Bruises. Et en fait, elle l'a réalisé parce qu'une de ses amies, à un moment donné, lui a annoncé que sa fille de 3 ans avait une maladie auto-immune très importante. Donc, ça a vraiment changé leur quotidien en quelques jours. Et elle était vraiment désœuvrée. Et du coup, cette designer a essayé de réfléchir comment moi, je peux apporter quelque chose en fait, dans ce contexte. Comment ma vision de cet humanisme des données peut aider. Et du coup, elles ont travaillé ensemble pour collecter des informations sur la maladie. Et du coup, chaque jour, elles suivaient l'évolution des hématomes sur le corps, les résultats des tests en laboratoire, le nombre de plaquettes, donc des aspects très médicaux, mais aussi d'autres aspects qui vont être beaucoup plus humains. C'est quoi mon degré de peur aujourd'hui? Est-ce que je ressens plutôt de l'espoir? Comment ça se passe? Et tout au fil de ces mois de collecte d'informations, à la fin, elles ont essayé de le représenter d'une manière assez originale, plutôt poétique, qui peut tendre un petit peu vers l'art. Et du coup, ici, on retrouve, en fait, pour chaque jour de ces mois passés à traiter la maladie, un pétale. Et ensuite, on va avoir d'autres éléments visuels, les points pour le nombre de plaquettes, les changements de couleur pour l'évolution de l'intensité de la maladie et autres. Et donc ça, effectivement, c'est pas quelque chose où on peut se dire, paf, en 5 minutes, je sais ce qui se passe. Non, il faut vraiment aller passer du temps, découvrir, comprendre ce qui est représenté. Et c'est peut-être une manière qui permet de développer un petit peu l'empathie. Aussi, ici, on utilise la visualisation de données, finalement, pour transmettre quelque chose, pouvoir se mettre à la place de quelqu'un. Et c'est vrai que c'est une approche qui est un petit peu différente des tableaux de bord, etc. Après, on ne recherche pas forcément la même chose, mais voilà, c'est des approches qui peuvent être complémentaires et qui restent intéressantes. Et du coup, pour revenir sur cette histoire de carte postale, ces 2 designers, elles ont aussi voulu que cette démarche-là, elle soit accessible à tout le monde. Donc en fait, elles ont écrit un livre qui s'appelle Observe, Collecte, Dessine, donc dont là j'ai un exemplaire.
Et l'idée, c'est vraiment de dire et de prouver que cette approche-là, en fait, on n'a pas besoin d'être scientifique, on n'a pas besoin de faire de la data vis, d'être expert, d'être technique. C'est vraiment quelque chose qui est accessible à tous et à toutes. Et du coup, au travers de ce livre, elle montre la démarche un petit peu de comment on peut collecter des informations personnelles, créer notre propre vocabulaire visuel pour le représenter. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai envie de vous faire expérimenter, si vous avez envie, en quelques minutes ensemble. Et c'est un exemple qui est tiré de ce livre-là. Donc si vous voulez, vous pouvez, avec moi, prendre des notes un petit peu, qu'on collecte ensemble et qu'on représente des informations. Rien d'obligatoire, si vous ne voulez pas, vous regardez et vous faites rien, pas de problème. Et ça peut se passer sur un carnet, sur votre ordinateur, même dans votre tête, et vous pouvez continuer après chez vous si ça vous intéresse. Si vous voulez jeter un œil au livre aussi, trouvez-moi et je vous montrerai. Donc là, je vous propose de collecter des données sur vos amis. Il y a peut-être 3 à 5 personnes dans votre entourage qui sont vos amis proches. Donc essayez de penser à qui ça pourrait être. Ça peut être plus que 5, moins que 5, c'est vous qui choisissez. Et d'essayer de noter quelques informations sur ces personnes. Bon, déjà, ça peut être leur nom, ça peut être leur âge et potentiellement la différence d'âge que vous avez avec eux. Ça peut être leur genre, homme, femme ou autre. Et 2 informations importantes, c'est quand est-ce que vous vous êtes rencontrés. Sur cet aspect-là, je vous propose de choisir une catégorie, c'est-à-dire est-ce que c'est des gens que vous avez rencontrés pendant votre enfance, pendant vos études ou après. Et ensuite, d'essayer de vous rappeler, c'est quand la dernière fois que j'ai vu cette personne. Est-ce que c'était la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière ou avant? Et ça, c'est une question intéressante, surtout en période de Covid. Après, on peut collecter d'autres informations supplémentaires. Là, je vous ai mis des exemples sur comment vous communiquez ensemble d'habitude. Est-ce que vous vous appelez, vous échangez des messages, ou c'est plutôt par appel ou en personne? Et de quoi vous parlez d'habitude? Donc là, pareil, c'est libre. Vous pouvez créer vous-même vos propres catégories. Donc je vous laisse quelques minutes pour prendre des notes. Vous inquiétez pas si ce n'est pas fini quand on passe à la suite, vous pourrez continuer. Donc je récapépète. Le nom de la personne, votre différence d'âge, leur genre, quand est-ce que vous êtes rencontrés et quand est-ce que vous êtes vus pour la dernière fois. Pour ceux et celles qui jouent le jeu, n'hésitez pas à lever la main quand c'est bon pour vous. Comme ça, je sais quand avancer. OK. Si déjà vous l'avez fait pour 2 ou 3 personnes, c'est pas mal pour commencer. Donc dans le livre, vous verrez au début, ça vous propose un thème, des informations à collecter, et ça vous donne le vocabulaire visuel, c'est ce que je vais faire après. Mais libre à vous après, sur un autre thème, de créer votre propre vocabulaire et être complètement créatif. Il n'y a pas de limite. Donc on va partir du principe que vous avez plus ou moins fini de collecter ça. La deuxième étape, une fois qu'on a collecté les données, c'est de créer un vocabulaire, choisir des encodages. Encodage, c'est un peu un mot barbare qui permet de dire un attribut dans les données, je vais le représenter de telle manière graphique. Donc ici, je vous en propose un et vous pouvez le changer. Ce que je vous propose, c'est que du coup, une personne, ce soit un rond. Et en fait, on va remplir ce rond en fonction du genre. Donc par exemple, une femme, ça peut être un rond rempli de noir. Un homme, il peut y avoir une croix ou juste un cercle. Et en fait, on va positionner ces personnes-là sur une feuille A4 qu'on va venir découper. En fait, en bas, on va avoir 3 catégories. Quand est-ce qu'on s'est rencontrés? Et sur l'axe vertical, on va avoir 4 parties. Quand est-ce que vous êtes vus pour la dernière fois? Ensuite, je vous propose que la différence d'âge, ça peut être par exemple une flèche qui va soit vers le haut, soit vers le bas, en fonction de la différence. Et après, bon, ça c'est du bonus, sur les manières de communiquer ou sur les discussions, on peut ajouter des croissants, des petits pétales. Vous pouvez aussi changer ça si vous préférez faire autre chose. Donc une fois qu'on a défini ce vocabulaire visuel-là, il n'y a plus qu'à dessiner. Donc là, vous pouvez prendre une feuille à côté et faire cette répartition horizontale et verticale
en fonction des différentes catégories. Et déjà là, on va peut-être voir se dessiner des patterns qu'on n'aurait pas vus, qui étaient invisibles avant, mais là qu'on représente finalement parce qu'on s'est posé la question. Et moi, je sais que quand je l'avais fait la première fois, je m'étais rendu compte qu'en fait, que tous mes amis proches aujourd'hui, c'était que des gens que j'avais rencontrés pendant mes études. Et que on se voyait, il y en avait quelques-uns que je voyais régulièrement, mais d'autres non. Il y avait eu des déménagements, des choses comme ça. C'est vrai que je ne l'avais pas formalisé dans ma tête avant, mais le fait de le dessiner, des fois, ça fait, on peut découvrir des patterns comme ça qu'on n'imaginait pas avant. Donc, est-ce qu'il y a quelques personnes qui se mettent un petit peu à dessiner ou pas? Qui veut tenter l'aventure? Oui, par là-bas. Un peu ici, je vois que ça s'active sur des cahiers devant. Ça dessine dur. Après, vous inquiétez pas, on vous repartagera les slides si vous voulez les retrouver et continuer ça. Et du coup, cette approche-là, elle est super intéressante parce que le fait de dessiner à la main, on est finalement vachement plus proche des données qu'on représente par rapport à si on les représente avec l'ordinateur ou des logiciels ou autres. Donc, ce n'est pas forcément pertinent tout le temps, mais ça reste intéressant quand on a des jeux de données qui sont relativement petits. Et l'étape que je préfère là-dessus, c'est une fois qu'on a dessiné finalement, c'est de prendre un petit pas de recul et se dire qu'est-ce que je vois? Est-ce que je me rends compte de certaines choses? Est-ce que la manière dont c'est organisé, ça me parle? Est-ce que je trouve même que dessiner, est-ce que c'est vraiment de la data vis ou pas? On peut répondre que non. Mais ça peut vraiment nous permettre de représenter des choses de notre quotidien auxquelles on ne faisait plus vraiment attention. Ça permet aussi d'apporter un peu plus de présence dans ce qu'on fait, le fait de collecter, de l'observer. Voilà, c'est un processus qui est intéressant et le représenter aussi. Voilà, je reste à votre disposition si vous voulez voir un petit peu le livre et avoir d'autres idées de quoi représenter, mais n'hésitez pas aussi à aller voir un peu plus profondément les travaux de Giorgia Lupi et Stéphanie Posavec. Merci beaucoup. Bon voilà, comme vous l'avez pu le constater, on a fait une conférence un petit peu dans la précipitation. Donc on est à beaucoup de temps de libre devant nous, puisqu'en gros on avait jusqu'à peu près 15 heures, un peu près. Donc si vous avez des questions, c'est vraiment le bon moment. Si vous voulez, vraiment on a le temps de pouvoir discuter, à la limite. Donc je ne sais pas comment on peut prendre les questions. Si vous avez des questions, vous pouvez me les adresser et Alain et Edith viendront avec moi y répondre. Alors est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? D'abord, est-ce que ça vous a inspiré? Oui. Alors, techniquement, il faut que je comprenne la question pour pouvoir la reformuler, à moins que, top là, il y a un micro, donc c'est sauvé. Avez-vous des livres conseillés pour apprendre la database? Alors, on a plein de choses à vous conseiller. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de notre site qui s'appelle toulouse-dataviz.fr. Il y a un onglet qui s'appelle ressources. Et dedans, vous allez avoir plein d'informations, notamment des bouquins que nous, on vous conseille. Donc, il y en a toute une tripotée. En fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez choisir. Bon, alors ça reste un choix très... C'est notre choix. Hein. Il y en a plein de sujets de DataVis. Alors, un des problèmes dans la DataVis, il y a beaucoup de livres qui sont en anglais. Donc, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, c'est pas toujours simple. Mais il y a de plus en plus de livres de DataVis qui sont en français, notamment pour expliquer un peu les bases de la DataVis et ce genre de choses. Autre chose, j'en profite, au niveau de l'association, donc comme je vous le disais tout à l'heure, on a fait 47 meet-up, donc des meet-up où on a expliqué la DataVis, les règles, comment on code, un peu ce que vous a expliqué Edith et Alain. Mais on a fait des meet-up et pour certains, je crois qu'on en a plus de 26 sur les 47 qui ont été filmés, donc qui sont disponibles en vidéo sur notre site. On a notre chaîne YouTube. On s'y est mis, et donc vous pourrez aussi trouver pas mal d'informations dans ces meet-up. Donc moi je vous conseille, si vous voulez vous lancer, vous pouvez aller regarder sur notre site, et il y a aussi pas mal de ressources, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Voilà. Donc ça peut traiter des sujets qui sont très techniques,
Si vous êtes plutôt développeur codeur, bah, vous allez voir, on va vous apprendre un peu comment on fait du codage avec du JavaScript ou des choses comme ça. Ou l'utilisation d'outils. On a fait aussi un meet-up, par exemple, pour découvrir un peu des outils comme Tableau Software, qui sont des outils qui permettent de faire de la data vis sans avoir à coder, mais il y en a plein d'autres. Voilà, donc vous pouvez piocher un peu dedans. Mais moi, je vous conseille de regarder un petit peu les présentations qu'il y a. Ça vous donnera une idée. Puis au fur et à mesure, vous pourrez vous y mettre. D'autres questions, peut-être? Ah là, ici. Ah non. Non, je la prends avant. Je voudrais savoir comment chacun de vous s'est un peu lancé dans la data vis. Parce qu'on a tous des parcours un peu différents, des raisons différentes de se lancer. Du coup, pour chacun d'entre vous, c'est quoi? Alors, bien, je vais faire de manière un peu à la louche, à moins que Christophe, tu puisses venir. Alors, il y a le monde de la data vis, si je le mets de manière un peu générale, il y a beaucoup de gens qui étaient dans la recherche, qui utilisent en fait la visualisation de données dans leurs travaux de recherche et qui, s'inspirent un peu de la data vis et se passionnent un petit peu là-dedans et se mettent à former ou à faire des cours sur ce sujet. Enfin, tu peux peut-être en dire quelques mots, toi, Christophe, parce que c'est vraiment ton cas. Bonjour, oui, je suis Christophe Bontemps. J'étais enseignant et chercheur à la Toulouse School of Economics et je me suis pas mal rendu compte que la production, la visualisation et la dissémination, c'est-à-dire la représentation de résultats de recherche, était un des parents pauvres, à la fois au niveau de la découverte des données et surtout de la découverte de résultats ou de l'explication de résultats. Ceux d'entre vous qui ont manipulé des données ou qui ont fait une simple régression, la plupart des logiciels vous sortent un tableau où la plupart des résultats sont sous forme de tableau. Donc très rapidement, j'ai eu un peu à cœur de regarder autre chose que des tableaux avec des étoiles ou des choses écrites en gras en me disant mais on voit rien du tout là-dedans, il y a 60 nombres à se représenter. Et donc je me suis intéressé à la visualisation de données dans cette optique-là, de moi essayer de mieux, d'une part comprendre les données, d'autre part mieux montrer mes résultats, surtout quand les phénomènes sont un peu complexes. On a souvent assimilé la visualisation de données à de la simplification. Je pense que c'est faux. Ce n'est pas le bon terme. Le terme, c'est la clarification. Donc si je dois définir mon approche et pourquoi j'ai fait de la visualisation, c'est pour essayer de clarifier les choses d'abord pour moi et ensuite pour les autres, et les autres étant en grande majorité soit des gens comme moi qui souffraient un petit peu, ou des étudiants qui n'avaient pas pris qui n'avaient pas appris ces méthodes-là parce qu'elles ne sont pas beaucoup enseignées. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé en lisant des livres. Donc on a demandé quel type de livres. Il y en a plein. Ça fait très très longtemps en fait qu'il y a des choses écrites. C'est pas très connu. En France, c'est pas du tout connu. Il y a eu pourtant des grands pionniers en France. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure lors des présentations. Je pense à Eric qui va forcément citer Jacques Bertin. Voilà, donc en lisant des livres, en lisant des articles, et puis en se rendant compte qu'en fait, ce que les logiciels et ce que les gens vous donnent par défaut, il ne faut pas le prendre pour argent comptant, il faut essayer de l'améliorer, il faut essayer soit de se le représenter. Mais mes camarades ont sûrement d'autres expériences, puisqu'eux, ils viennent plus du monde de l'industrie. Alors, qui veut venir Alain Rohan. Alors Alain va nous dire un petit peu son parcours. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont des développeurs, hein, qui font du code et qui s'intéressent aussi à cette question de data vis et qui, par opportunité, vont se spécialiser un peu dans ce genre de choses. Et puis aussi un point, parce qu'on n'a pas tellement de représentants dans notre association sur Toulouse, il y a beaucoup de gens, notamment des designers, hein, qui sont plutôt des gens qui sont dans le design et qui vont s'intéresser à la représentation. Alors pas tellement à la donnée parce que c'est pas vraiment forcément leur formation de base, mais par contre qui savent mettre en scène des graphiques et arrivent à faire des choses très très jolies, très agréables et qui aussi. Donc on a aussi une partie de gens qui sont dans le design graphique, donc qui n'ont pas forcément des parcours d'ingénieurs. Mais c'est vrai que nous sur l'aspect Toulouse DataVis, on est plutôt des gens qui viennent du milieu, j'allais dire ingénieurs, scientifiques ou informatiques dans le développement. Mais je laisse la parole à Alain qui va nous dire un peu son parcours. La question, c'était comment vous êtes venu à la DataVis. Moi, pour faire court, ça fait un peu écho avec Christophe. Je suis ingénieur de formation. J'ai participé à beaucoup de réunions à des niveaux de direction où des gens très bien payés passaient des heures à discuter sur des tables Excel où il y avait 20 colonnes, 50 lignes et ça scrollait, quoi.
Et ça m'a toujours énervé, scandalisé. Et bon, c'est devenu un petit dada. Et il y a maintenant 10 ans, j'ai créé une société où je ne fais plus que conseiller à comment bien représenter les nombres en entreprise ou partout ailleurs. Voilà. Voilà. Ben, je ne sais pas, ça répond à votre question? Je ne sais plus quelle est la personne qui... Ah, moi, Christophe. Ah, ben Christophe veut prendre la parole ici. Ben, voilà, parfait. Alors bonjour, je suis Christophe. Je travaille dans le domaine des grosses données chez Airbus et maintenant de la data science. Et comment je suis venu à la DataVis? En fait, j'étais parfaitement illettré en DataVis. Et puis, j'ai participé à un meet-up de l'association. Et je me suis rendu compte que j'apprenais énormément de choses. Et que ça couvrait une de mes frustrations, c'était tout autour de moi, les gens prenaient plein de décisions sur la base de camemberts tels que ceux qu'a montré Alain tout à l'heure, qui étaient tous les mêmes, dans lesquels on ne voyait rien. Mais ils prenaient tout un tas de décisions très importantes sur la base de très mauvaises représentations des données. Donc cette culture que m'a apportée l'association répondait à une frustration. Et petit à petit, je suis devenu, autour de moi en tout cas, on m'appelle le brigadier camembert, c'est-à-dire que plus personne n'ose mettre un camembert sur une présentation qui passe devant mes yeux. Et je pense que disséminer... Brigadier camembert chez Airbus, c'est pas mal quand même. Voilà. Quelqu'un d'autre ou sinon on passe peut-être à une autre question, comme vous voulez. Je crois qu'il y en avait une autre question, oui. Alors par contre, il y a un micro quelque part, là, ici. Merci. La question a été un peu répondue, mais j'ai l'impression que la visualisation de données, c'est surtout une compétence dans un métier divers et variés. On l'a vu dans les intervenants. Je voulais savoir s'il y avait un métier dont la visualisation était vraiment le cœur du métier, en fait, et pas seulement une compétence à acquérir comme une autre, entre guillemets. C'est une très bonne question. En fait, on pourrait mettre la question, justement, de discuter un petit peu à midi là, entre nous. Est-ce que finalement, il y a un vrai business autour de la DataVis? C'est un peu ça votre question. Alors, moi, je vais répondre de manière très personnelle. Peut-être que quelqu'un aura d'autres visions. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai business au niveau de la réalisation de tableaux de bord. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis en place des outils pour faire du reporting et des choses comme ça. Donc là, il y a un vrai besoin. Donc après, tableau de bord, il y en a qui sont plutôt sympathiques, moins, il y en a qui sont plus originaux. Mais bon, on sent derrière souvent, quand vous voyez des tableaux de bord, que les compétences de DataVis sont un petit peu moyennes, voire. Donc je dirais que effectivement, dans ce cas-là, c'est une compétence qui vient se rajouter à des gens qui sont capables de faire des tableaux de bord. Après, de la compétence pure, c'est-à-dire de la DataVis à marché, alors effectivement, vous avez des outils, maintenant vous voyez sur les smartphones, des choses avec de la DataVis, ou dans des sociétés d'informatique, il va y avoir des compétences pour des gens qui vont être capables de mettre ça en scène, etc., etc. Mais un métier pur DataVis, je ne sais pas, je pense que c'est une compétence qui vient se rajouter à plein d'autres choses. Mais la DataVis tout seul, je ne sais pas, j'aurais tendance à dire que non, c'est forcément quelque chose de complémentaire à plein de choses, quoi. Et puis la DataVis, c'est de l'analyse de données, c'est comprendre, c'est faire voilà, c'est beaucoup de compétences qu'il faut avoir pour pouvoir effectivement faire des DataVis qui sont belles. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est un peu le sentiment que je pourrais exprimer. Pour compléter, peut-être que la question c'était aussi est-ce que je peux faire de la DataVis et en vivre? Je ne sais pas si c'était exactement ça. Je dirais que oui, mais ça dépend. En fait, pour moi, il y a 3 grands domaines, et peut-être que ce n'est pas exactement ça et qu'il y en a plus ou moins, mais la DataVis, comme on l'a vu, c'est la conjonction de plein de compétences. C'est à la fois une niche, mais à la fois quelque chose de très très riche. Et du coup, je dirais qu'il y a 3 pôles où on pourrait faire, entre guillemets, que de la DataVis. Par exemple, dans des entreprises qui utilisent beaucoup de données pour prendre des décisions, je pense qu'il y a peut-être un profil qui va être plus scientifique autour de l'analyse de données. Comment bien explorer des données, comment bien prendre des décisions, les comprendre, les représenter ou aider les gens à les comprendre. Et ça peut se matérialiser sous la forme de tableaux de bord ou sous la forme d'outils spécifiques. Donc ça, c'est vraiment la partie, les explorer, les comprendre, les transmettre, plutôt au sein d'entreprises, peut-être un peu plus grandes ou plus technologiques, parce que du coup, elles ont accès à ces données, elles ont l'infrastructure qui permet de les analyser. Le deuxième pôle, ce serait DataVis et développement,
où là, l'idée, ça va être d'aider des entreprises, soit en tant que freelance, soit au sein des entreprises, de créer des outils qui permettent soit d'explorer, mais surtout de présenter les données qui peuvent être vendues sous la forme de produits ou autres. DataVis et développement, ça peut être aussi utilisé, bon, ça se développe doucement en France, mais dans le cadre du journalisme aussi. On voit de plus en plus d'articles qui utilisent soit du scrollytelling, soit d'autres formes pour raconter des histoires, prouver des choses en se basant sur les données. Donc ça peut être un axe aussi. Et le troisième, ça peut être DataVis et design, où des fois, on n'a pas besoin forcément de savoir développer, on peut réaliser des choses qui vont être statiques, mais pour autant très très utiles. Et où là, l'approche DataVis et design est particulièrement pertinente, et ça peut du coup embarquer le fait d'aider des gens à comprendre que leurs données ont de la valeur et qu'on va les aider à les représenter après, soit en interne pour l'entreprise, mais aussi pour de la communication éventuellement. Et je pense que dans les trois cas, c'est pas forcément évident de faire comprendre aux gens que la donnée et du coup la représenter, ça a une vraie valeur. Donc je dirais que c'est pas forcément facile, mais que c'est possible et que ça a sa place en fait dans plein de cadres, mais c'est de plus en plus en train de se développer. Et je voudrais rajouter juste une chose, c'est que c'est aussi quelque chose d'assez passionnant, c'est presque addictif la DataVis. Je vous prendrai juste un exemple. Quand les premières données sur le Covid, sur les morts dans les hôpitaux sont apparues, donc c'était courant mars 2020, début avril, bon, c'est des données qu'on peut récupérer, c'est des open data qu'on peut récupérer sur le site du gouvernement, donc n'importe qui tape open data, vous allez récupérer ces données-là. Et je crois qu'à mi-avril, il y avait à peu près une centaine de tableaux de bord qui avaient été réalisés. Donc les gens, une fois qu'ils réalisent leur tableau de bord, bah, s'ils veulent, ils peuvent dire, bah, voilà, je l'ai réutilisé. Et un mois après, il y avait à peu près une centaine de tableaux de bord avec des tableaux de bord extraordinaires. Et je veux dire, les gens qui ont fait ça l'ont pas fait ni pour l'argent ni pour quoi que ce soit. C'était juste pour comprendre, pour se dire, ben, moi j'ai envie de comprendre ces données, j'ai l'accès à ça, et ils ont passé leur soirée ou des soirées à faire ce genre de choses. Donc je dirais que pour certaines personnes, la DataVis, c'est comme pour d'autres, jouer à des jeux vidéo. C'est voilà, on enquête, on regarde, on voit des choses, et c'est un langage et on peut s'exprimer. Vous pouvez envoyer votre graphique après à vos copains, à votre communauté, et dire regardez ce que j'ai vu, ce genre de choses. Donc il y a aussi cet aspect-là qui je pense est important aussi. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je ne vois pas grand-chose. Alors, la prochaine conférence, je crois qu'elle est à 15h15, si j'ai bien compris tous les trucs. Ce que je vous conseille, c'est dans l'intervalle entre les conférences, on est aussi venu présenter 6 posters que vous pouvez voir qui sont dans les couloirs et dans le patio. Donc, je vous invite à aller les regarder et éventuellement de revenir vers nous pour nous dire ce que vous en pensez, ce genre de choses. Donc, c'est des posters en A0 et qui voilà, essayent de vous interpeller sur la façon de représenter des données. Donc, si vous avez quelques minutes, allez-y entre les conférences, ce serait vraiment bien. Pas d'autres questions? Non, c'est bon? Bon, on va clôturer là et puis j'espère que vous serez là pour la prochaine conférence, les prochaines conférences, parce que ça va être très intéressant. Merci.